directeur, Monsieur Fabien Schneider, parce que nous sommes dans une période de concentration de rapports à rédiger et de réunions. Donc Monsieur Schneider ne sera pas là ce soir et donc je vais le remplacer, mais je crois que la plupart d'entre vous me connaissent déjà, les familiers du Préau me connaissent déjà. Alors, je remercie donc non pas Monsieur le maire, parce que je pense que lui aussi a été accaparé par une réunion. Et donc, on a la présence de Madame Bokoum, qui est là. Et puis, je remercie aussi Madame Bouvier d'être présente. Madame Bouvier donc, est la présidente du FRAC, car cette exposition donc, est réalisée avec les prêts du Fonds régional d'art contemporain. Donc, toutes ces œuvres-là sont des prêts. Évidemment, ça veut dire que c'est une exposition qu'avec nos propres moyens, nous n'aurions pas pu réaliser parce que là, nous avons des œuvres de grande valeur réalisées par des artistes qui sont connus et en expansion, on va dire. Voilà. Alors, je ne sais pas si Madame Bokoum, vous voulez dire quelques mots? Écoutez, oui, alors excusez Monsieur le maire, mais vous venez de le faire. Et profitez peut-être, comme à chaque vernissage, en fait, pour rappeler le fait qu'à Maxiville, nous nous réjouissons vraiment à chaque exposition de voir ce lieu s'habiller d'œuvres d'une telle qualité et de voir des visiteurs toujours aussi nombreux. Et bien sûr, nous souhaitons à cette exposition métissage un franc succès également. Et c'est vrai qu'à la découvrir, on ne reste pas insensible par cette interpellation du spectateur sur le monde, de ses origines, voilà, aux problématiques de nos sociétés actuelles. Et donc, je souhaite un beau succès à cette belle exposition. Voilà, donc je représente le FRAC. Je pense que vous connaissez tous le Fonds régional d'art contemporain, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Cette exposition est un bel exemple justement d'une des missions du Fonds régional d'art contemporain, de faire sortir les œuvres de la collection et de les montrer dans des endroits qui ne sont pas toujours ceux auxquels on peut voir de l'art contemporain. Alors, c'est cinq artistes importants. Et j'allais dire, ce n'est pas une petite exposition que vous verrez ce soir, c'est une grande exposition. Elle est peut-être petite par le nombre restreint d'œuvres, mais elle est grande par ses propos, elle est grande par la qualité des artistes aussi. Et puis, vous savez, quand on regarde, quand on voit quelques œuvres dans un lieu qui est quand même assez convivial, assez éclairé et bien exposé, eh bien je crois qu'on comprend beaucoup mieux. Donc le temps qu'on mettra, que tous les spectateurs mettront pour découvrir ces artistes, pour comprendre effectivement les liens avec métissage, c'est quand même pas un mot complètement gratuit et inopérant aujourd'hui. Hein. Et je crois que justement, cette proximité qu'on a avec les œuvres, on peut presque les toucher, et avec les propos qui sont tenus par les artistes, eh bien c'est une chance énorme pour le FRAC et pour la ville de Maxéville. Alors surtout, le bouche à oreille doit fonctionner et que vous êtes déjà là, mais que le public vienne évidemment à ce rendez-vous. Voilà. Peut-être rebondir juste dire un mot. Oui, voilà. Vous savez que j'ai l'habitude de faire un petit peu l'histoire du pourquoi de l'exposition que vous voyez à tel ou tel moment. Donc c'est vrai que cette exposition, je la souhaitais depuis déjà peut-être une petite année. Je la souhaitais parce que, évidemment, dans un lieu comme l'ESP, l'École supérieure de professorat et de l'éducation, etc., on prépare nos étudiants à ce métier et on entend beaucoup parler de valeurs, on entend parler de laïcité, on entend parler d'humanité, on entend parler d'altérité, du regard et de l'accueil d'autrui. Donc, tout ça, c'est très bien. Les textes sont là, les discours, les cours sont faits autour de ces notions. Mais l'art a aussi quelque chose à dire et porte des messages vraiment importants. Alors j'avais commencé à découvrir les œuvres de Radek dans la collection du FRAC. J'avais été très interpellée et intéressée par cette superposition, mais Michaela qui est là en reparlera, cette superposition donc de la ville telle qu'elle existe, de son cadastre, et puis de toute cette superposition de populations qui y ont habité et qui sont représentées par différents motifs et dessins. On y reviendra. Et puis métissage aussi, j'ai aimé ce nom, parce que finalement, on est tous quelque part un peu métis de quelque chose. On est tel qu'on est à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, on avance, on change, nos identités changent. Donc derrière, c'était aussi cette identité qu'on vient
de quelque part, mais on continue à avancer, on ne sait pas jusqu'où. Et ça, c'est vrai que c'est aussi le travail de Marco Godino qui m'y a fait penser. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, mais je pense que dans un endroit où on forme les enseignants, montrer que l'art est là aussi pour parler des valeurs, c'est très important. Donc c'était un de mes souhaits. Voilà. Oui, peut-être pour enchaîner un petit peu, du coup, Marco Delalande, je travaille au FRAC aussi, je suis en charge de la collection. Pour enchaîner sur ce qu'a dit Roselyne, c'est vrai que cette exposition est assez représentative en fait. Elle est très petite, mais elle est représentative de la collection. On a une collection à peu près de 1200 œuvres dans le FRAC, qu'on cherche à diffuser partout, donc dans nos murs à Metz, mais également dans toute la région, dans des universités, des collèges, des lycées, des médiathèques, tout type de lieux. Des hôpitaux. Voilà. Et cette collection est axée sur plusieurs points. On s'intéresse beaucoup à la question des femmes. On essaye d'acheter beaucoup d'œuvres d'artistes femmes parce que malheureusement elles sont sous-représentées actuellement sur le marché de l'art. Ici vous avez des œuvres de Marcia Curé, vous aviez des œuvres de Martha Karadec, de Tracy Rose, donc c'est assez représentatif. Vous avez un petit peu plus d'écran que d'œuvres. Vous avez deux œuvres qui sont immatérielles, alors ça pour nous aussi c'est très intéressant. On a l'œuvre de Marco Godino derrière, donc c'est les coups de tampon, Michaela vous en parlera tout à l'heure. Ça c'est une œuvre qu'on produit à chaque fois qu'on la montre, donc on ne conserve rien dans la collection, on a simplement un protocole de l'artiste qui nous dit comment précisément réactiver l'œuvre. Et on n'a rien, et puis on peut l'envoyer à Singapour de façon très simple, il suffit d'envoyer le petit protocole et chacun peut se l'approprier. Donc ça pour nous c'est très important aussi, c'est un axe majeur. Et un troisième axe qui nous tient à cœur également, c'est la question postcoloniale. Et là, la question noire et postcoloniale, et là vous avez deux œuvres qui traitent de cette thématique-là. Donc toujours la même idée, petite exposition, mais vraiment représentative. Voilà, peut-être inviter Michaela à vous parler du fond de l'exposition et des pièces en elles-mêmes. Oui, donc bonsoir à tous. Je vais vous faire une présentation assez rapide et puis si vous avez des questions après, n'hésitez pas, on peut parler des heures d'une œuvre. Donc Margot a évoqué cette idée de diversité qu'on a au sein de la collection. Le mot diversité, c'est un mot qu'on entend beaucoup et qui est parfois peut-être un peu vidé de son sens. Mais dans cette exposition, l'idée de départ, c'était vraiment de voir qu'en fait la diversité, c'est quelque chose de nécessaire et que, comme l'a évoqué l'auteur nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, quand on n'a pas de diversité, on a une histoire unique, une vision unique sur le monde. Et elle c'est une auteure nigériane qui a grandi au Nigeria et elle lisait des auteurs anglais. Et les premiers, donc elle était tout enfant quand elle a écrit ses premières histoires. Et elle raconte en fait qu'elle écrivait des histoires où il neigeait et où les enfants étaient blancs, ils mangeaient des pommes, alors qu'elle était au Nigeria. Simplement, elle avait une vision de l'Angleterre, qui n'était pas une vision fausse, mais qui n'était pas la seule. Et les Anglais, bien sûr, avaient, on peut imaginer, donc une vision du Nigeria, encore une fois, qui n'est pas une vision fausse, mais qui ne représente pas toute la réalité. Et donc elle parle de cette nécessité, voilà, de défaire les stéréotypes qui sont incomplets en fait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment de façon... Alors avancez-vous parce que là vous n'allez pas voir forcément bien l'œuvre. Qu'on retrouve ici dans cette œuvre de Marcia Curé. Marcia Curé est également nigériane. Et en fait, elle a réalisé cette œuvre, c'est une série qui s'appelle Ethnographica, et ce sont des autoportraits. Alors c'est un peu difficile à voir à première vue, mais en fait elle s'est installée pour ses études aux États-Unis, et elle raconte qu'étant nigériane, une femme noire nigériane arrivant aux États-Unis, elle a découvert ce que c'était qu'être noire. Elle ne s'était jamais posé la question. Au Nigeria, tout le monde est noir. Elle ne s'était jamais identifiée en tant que femme noire. Mais en arrivant aux États-Unis, c'est là qu'elle a pris conscience de cette différence. Et donc ces autoportraits ont été réalisés à partir d'éléments, de photographies, de documents trouvés, très divers. À la fois, on a des portraits d'esclaves, que vous pouvez retrouver notamment ici. On reconnaît en fait ce type de cadrage, les vêtements, c'est un portrait d'esclaves. Donc c'est toute l'histoire noire américaine qu'on retrouve ici. Des photographies qu'elle a trouvées dans des magazines
ethnographique ou historique. Donc là, on retrouve par exemple, on voit ce qu'on devine être un homme nu, qui est peut-être voilà, d'une certaine tribu. On retrouve aussi cette présence comme ça d'éléments nigérians. On a des couleurs de peau aussi différentes. On a une couleur de peau noire, très noire, donc qui pour elle évoque vraiment l'Afrique. Et puis on a des peaux plus métissées. Là on voit des mains, on ne sait pas vraiment si ce sont des mains d'une femme blanche ou noire. Et en fait elle raconte qu'elle-même en fait elle s'est sentie en arrivant aux États-Unis le produit en fait de toutes ces images, de tous ces stéréotypes, de tous ces documents qui ont construit en fait l'identité noire aux États-Unis. Et alors ça peut être parfois assez critique aussi. On voit ici les cheveux blonds. Ça ressemble à une perruque. Donc vous savez peut-être que beaucoup de femmes noires, et notamment aux États-Unis, notamment les grandes chanteuses, par exemple, je pense à Beyoncé, parce que Beyoncé a fait notamment une chanson avec des paroles extraites d'un livre de Chimamanda Ngozi Adichie. Beyoncé est une représentante aujourd'hui du féminisme noir américain de façon très populaire, et elle se déteint les cheveux, ce sont des cheveux blonds. Donc là, il y a toute une histoire aussi derrière, qu'on retrouve dans cette perruque qui est ici. Un autre cliché, c'est le fait que les femmes noires sont considérées comme félines, exotiques. Donc on retrouve cette idée là dans une couverture de National Geographic qui a été coupée. On retrouve aussi là ce qu'on appelle un blackface, c'est-à-dire une personne blanche qui se colore le visage en noir. On devine que c'est dans un magazine de mode, que c'est assez anodin. C'est un homme ou une femme, on ne sait pas très bien, mais qui a du maquillage. Mais là aussi, il y a toute une histoire raciale derrière ça, et c'est considéré pour beaucoup de personnes comme une insulte. Mais on voit que dans les magazines de mode, ça peut passer pour quelque chose d'exotique, un petit peu étrange. Puis là, on a un autre cliché qui est celui du ghetto noir américain, des rappeurs, avec la présence de la main. Il y a beaucoup de mains d'ailleurs dans cette. Il y a des mains sur chacune de ces planches. Donc voilà, donc une œuvre ce sont des collages, donc découpage, collage, des autoportraits, mais faits à partir d'éléments divers trouvés comme ça dans des magazines, dans des documents d'archives, et qui constituent en fait l'identité de cette artiste, de cette femme noire qui vient du Nigeria et qui s'est installée aux États-Unis. Donc c'est toute la construction de son identité qui apparaît dans ces collages. Et puis là, on a une autre artiste qui a beaucoup travaillé aussi sur son identité de femme noire, Tracy Rose, qui elle vient d'Afrique du Sud. Alors Tracy Rose, elle est c'est une artiste étonnante, subversive. Elle aime provoquer, elle aime choquer souvent. Elle a fait toute une série autour des origines de l'humanité. Les origines de l'humanité, c'est un thème qui est traité à la fois par la science, par la religion, par l'histoire de l'art, et elle va déconstruire en fait tous ces discours dominants. Alors là, quand on voit le titre, on comprend tout de suite. Le titre, c'est Adam et Ève. Donc c'est pas Adam et Ève, c'est Adam et Ève. Alors, est-ce que Adam et Ève étaient blancs? Est-ce que c'était un couple hétérosexuel? Là, on voit que non, elle choisit d'en faire un couple homosexuel noir. Et on voit aussi apparaître ici aussi un autre symbole religieux, mais d'une religion beaucoup plus ouverte à des histoires divergentes. Donc là, dans toute cette série, elle va déconstruire comme ça de façon assez réjouissante aussi, mais assez provocatrice, l'imagerie en fait chrétienne, qui est une imagerie qui, selon elle, fait partie de notre histoire, mais qui, encore une fois, a donné une vision unique, une histoire unique, qui ne représente pas toute la réalité. Et puis plus proche de nous, on a le travail de Marta Karabek, qui est sur ces trois panneaux. Donc là, elle est partie d'une carte de site minier
Et en fait, là, elle a voulu, alors encore une fois, déconstruire une certaine histoire ou la réécrire ou vouloir rectifier certaines choses. Là, en plus, ce sont des palimpsestes, ce sont des cartes qui ont été transformées. Donc les sites miniers de Dun-le-Tiche, on leur a ajouté en fait des ornements des cultures des différentes nationalités en fait des mineurs sur place. Donc là c'est dans l'ordre en fait vous avez la description de ces nationalités dans la fiche de salle. Donc là on a l'Algérie, ici l'Espagne, la Pologne. Alors, excusez-moi, je me suis trompée. C'est le Cameroun et le Sénégal, l'Algérie, l'Espagne, la Pologne. Ensuite, on a Creuswald avec un mélange de toutes ces cultures évoquées, et puis l'Italie. Donc, une façon de montrer que, en fait, encore une fois, voilà, l'histoire de la Lorraine n'est pas unique, elle est multiple, et qu'il y a toutes ces nationalités qui ont participé à la construire. Donc, elle a voulu donner une visibilité à ce métissage-là qui passe peut-être inaperçu, qui est invisible, mais qui est pourtant bien là. Et donc, en parlant d'invisibilité, on peut faire le tour pour voir l'œuvre de Marco Godino. Voilà, alors là, vous voyez, l'intérêt de l'œuvre, c'est aussi de ne pas être devant un tableau. On entre vraiment, enfin, on peut traverser l'œuvre. Hein. Elle se déploie en fait sur différentes parties de l'espace. Et comme Margot l'a évoqué, en fait, c'est une œuvre protocolaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un protocole qui a été décrit par l'artiste, qui peut ensuite être réactivée dans différents espaces. Et donc cette forme que vous voyez, elle va évoluer selon l'espace dans lequel elle s'inscrit. Donc cette nuée, on voit que alors pour avoir beaucoup travaillé cette œuvre avec les enfants, ça c'est une œuvre, si vous laissez les enfants décrire l'œuvre, ils racontent déjà toute l'histoire de l'œuvre. On a des tampons, des petites individualités en fait qui se répètent comme ça, mais qui sont toutes agrégées. On n'a pas de rond, de cercle qui est seul à l'écart. Et c'est à partir donc de ce tampon trafiqué, hein, on peut imaginer voilà, un visa qui vient tamponner un passeport. Donc là, c'est la même forme, mais c'est pas le même message puisqu'il y a écrit dessus « Forever Immigrant ». Et donc on vient tamponner en fait les murs avec ce tampon. Et ici, l'œuvre a été réalisée, comme Margot l'a évoqué, par les étudiants et le personnel de l'ESP Lorraine. Et Marco Godino, je ne l'ai pas dit, il habite au Luxembourg, mais il est d'origine portugaise. Donc encore une fois, hein, cette idée de métissage, et on voit que l'histoire de notre grande région est très diverse. En fait, cette œuvre, on peut la lire vraiment de multiples façons. Mais là, il y a cette idée de donner une visibilité à des mouvements de migration qui sont peut-être parfois invisibles. Parce que les mouvements qui sont illégaux aussi peut-être passent inaperçus. Donc là, on a cette idée de cheminement, peut-être de marche, de déplacement, de mouvement qu'on retrouve ici. Mais c'est quelque chose qui est en même temps extrêmement poétique et puis aussi positif. Forever Immigrant, c'est quelque chose, voilà, on ne va pas chercher forcément à se fixer, à se figer dans une identité, et surtout en région frontalière comme ici, on passe sans arrêt des frontières, et ça peut être une forme d'identité, de migrer, de bouger, de voyager, ça peut être l'identité du futur peut-être. Et une dernière œuvre qui, pour le coup, passe vraiment inaperçue.
arrivez à la voir. Résister, c'est rester invisible. Voilà. Résister, c'est rester invisible. Alors là, vous allez me dire, en fait, ça va à l'encontre de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est-à-dire, il faut réécrire l'histoire, il faut revendiquer, il faut être visible, il faut se montrer, il faut faire apparaître ce qui a été caché. Et là, justement, il y a une note un peu divergente qui ouvre encore plus de possibles. Résister, c'est rester invisible. C'est une œuvre de Kader Attia qui a été réalisée en 2011 à l'époque en fait, des printemps arabes. Et c'est cette idée que... Alors c'est une œuvre assez complexe. Il y a un message qui est inscrit sur un mur comme un tag. On va vraiment donner son avis et c'est un avis qui est en même temps très complexe parce que voilà, il s'agit de rester invisible. Donc on le montre mais pas tout à fait. Il se passe quelque chose mais on ne sait pas vraiment quoi. Et là l'idée c'est qu'après le temps des manifestations, de la revendication publique, il y a le temps de la résistance quotidienne qui se fait au jour le jour, de façon très simple. Et puis aussi cette idée que tout en étant invisible, on peut aussi résister. Donc c'est une autre façon de résister et de dire qu'il y a des combats à venir et des résistances à venir et qu'elles ne sont pas encore visibles. Peut-être parce qu'on n'a aussi pas encore ouvert assez notre regard et nos esprits. Voilà. Merci.